de Taza à Casa. On accueille très chaleureusement lycée Mohamed V. Assalamu alaikum, marhaba bikoum. Bonjour tout le monde. Nous, élèves du lycée Mohamed V, dans le cadre de la 3e édition de la Goutte d'Or, compétition organisée par IG Défid. Aziza Humrani, Bachaer Mbegui, Marwan Nawi et enfin moi, Oumaima Regragui, avons été encadrés par Madame Boumidi Asma et Madame Kilali Moula, mais aussi Madame Ramatou, pour vous transmettre ce que nous avons acquis à propos de notre sujet, la pollution de l'air et ses impacts sur la santé humaine. Pour ce qui est du plan, nous avons réparti notre travail en 8 grandes lignes. Nous allons donc commencer par une introduction, puis donner une petite définition. Ensuite, nous déterminerons les sources de la pollution de l'air, puis ses impacts sur l'environnement et sur la santé. Nous vous dévoilerons par la suite quelques mesures d'atténuation pour finir avec l'étude du cas du Maroc et enfin une conclusion. Pour les plus curieux, nous vous proposerons des références bibliographiques. Nul d'entre nous ne peut nier le fait que notre air est infecté depuis la révolution industrielle qu'a connue le monde lors du XVIIIe siècle. Certes, cette pollution a été depuis la nuit des temps un phénomène inévitable qui a augmenté par la naissance des industries et de la mécanique tout en infectant la vie des habitants de la Terre. Mais d'abord, qu'est-ce que la pollution de l'air ? Selon l'OMS, la pollution de l'air ou pollution atmosphérique est un type de pollution qui altère la qualité de l'air et nuit à la santé des êtres vivants. C'est en général l'introduction de plusieurs substances et particules ayant des conséquences toxiques. On peut donc distinguer deux types de polluants en se basant sur leurs sources, qu'elles soient naturelles ou anthropiques. La pollution d'origine naturelle est l'introduction de plusieurs substances issues d'origine naturelle. Comme on dit, c'est des matières microscopiques telles que le SO2, dioxyde de soufre, et le SO2, dioxyde de soufre et les NOx, les oxydes d'azote émis par les volcans, ou encore par les forêts qui émettent notamment des NOx, mais aussi des COV, composés organiques volatiles. Sans oublier le méthane émis par la digestion des ruminants, mais aussi la... Les polluants anthropiques sont principalement émis par les industries pour 52%, qui émettent des NOx, du CO2, du SO2, du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre et des hydrocarbures et des poussières. 27% des transports routiers qui émettent tous les polluants cités pour les industries, mais aussi les COV. 8% des produits de consommation, sources de CO, CO2 et SO2. Le méthane est issu de l'agriculture pour 10%, qui émet aussi de l'ammoniac et du monoxyde de carbone. Bien sûr, ces polluants ont plusieurs impacts sur la santé, qu'ils soient sur l'environnement ou sur l'être humain. Les impacts sur l'environnement les polluants produisent généralement la forte dégradation de la qualité de l'air, les plus acides et effets de serre et la formation d'ozone anthropique qu'on appelle aussi le smog. Le smog ? Oui, le smog. Suite à l'émission de plusieurs polluants anthropiques et naturels, ces derniers se transforment dans la stratosphère et se déposent sous forme de grands nuages grisâtres qu'on appelle polluants, qu'on appelle le smog, qui nuisent les écosystèmes et les ressources biologiques, ainsi l'être humain.
La pollution atmosphérique affecte la santé. En fait, 3 millions des êtres vivants meurent chaque année à cause de la pollution de l'air, soit 5% des décès annuels mondiaux selon l'OMS. Comme on l'a déjà cité, les polluants peuvent être de différentes natures. Les conséquences vont d'une baisse de la capacité respiratoire à une incidence sur la mortalité à plus ou moins long terme. À court terme, les dioxydes de soufre et d'azote sont des gaz irritants pouvant pénétrer profondément dans les poumons. Ils altèrent l'activité respiratoire et augmentent les crises d'asthme. L'ozone est un gaz agressif. Il pénètre aisément dans les voies respiratoires et cause des altérations au niveau des yeux, de la gorge, de la fonction pulmonaire, des essoufflements et des toux. Le monoxyde de carbone, CO, à forte dose, il est un toxique cardio-respiratoire souvent mortel. Mais à faible dose, il diminue la capacité d'oxygénation du cerveau, du cœur et ainsi des muscles. Des particules en suspension. Les plus dangereuses sont les plus fines car elles pénètrent aisément dans les voies respiratoires en apportant les composés les plus toxiques, alors que le benzène est un composé cancérigène pour l'homme. Cette pollution qui nous entoure est cancérigène. En outre, une exposition à un air pollué favorise le cancer des poumons et ainsi de la vessie. Selon l'OMS, en 2010, 223 000 personnes sont mortes à cause d'un cancer du poumon, imputable à l'inhalation des substances toxiques contenues dans l'air ambiant. Alors, cette pollution constitue un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires et ainsi les maladies respiratoires telles l'asthme. Quand on inspire, l'air entre dans les poumons tout en passant par les bronches. Une personne asthmatique a ses bronches particulièrement sensibles à certains facteurs, tels que le froid, le pollen et surtout l'air pollué. Quand la personne asthmatique inspire cet air, elle a les muscles entourant les bronches qui se contractent, réduisant le calibre de ses bronches et la paroi de ces derniers produit du mucus en excès. Cette réaction gêne le passage de l'air, ce qui cause une crise d'asthme qui peut durer de quelques minutes à quelques heures. Mais qu'allons-nous faire pour réduire de cette pollution ? Après des recherches effectuées à propos des mesures d'atténuation adoptées par Inna Asmet en vue de réduire les impacts de cette pollution, on peut citer la limitation de la vitesse de circulation des engins d'exploitation. Lycée Astabila de Marrakech. Professeurs, assistants estimés, bonjour. Dans le cadre de la 3e édition de la compétition interlycée La Goutte d'Or, organisée par l'Institut supérieur des hautes études en développement durable, École Ichet, et la Fondation Innovation pour le développement durable, nous, les représentants du groupe scolaire Astabila de Marrakech, avons l'honneur de vous présenter notre sujet traitant le réchauffement climatique, ses sources et ses impacts sur l'environnement et sur la santé humaine. Nous tenons un passage à vous remercier de nous avoir donné, nous, les jeunes générations d'aujourd'hui, l'opportunité de nous exprimer et de faire des expositions sur les thèmes relatifs à notre environnement. Tout au long de l'histoire de notre planète, celle-ci a connu des changements climatiques importants. Ces changements étaient toujours dus à des causes naturelles. Le climat n'a jamais été stable. Le réchauffement climatique actuel est quant à lui davantage la conséquence des activités de l'homme. Il a également des impacts importants au niveau mondial, tant pour l'humanité que pour l'environnement. Nous nous intéresserons à tous ces points dans notre projet sous 2 volets. Tout d'abord, la cause du réchauffement climatique et ensuite ses impacts sur l'environnement et la santé humaine. En outre, notre travail aura pour objectif définir le réchauffement climatique, identifier ses causes et en citer les conséquences. Depuis la révolution industrielle, l'homme utilise de grandes quantités d'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz, pour l'industrie, les transports, l'agriculture, ainsi que pour le chauffage ou bien l'électricité. Ces sources d'énergie en brûlant émettent des gaz qui s'ajoutent dans l'atmosphère et augmentent l'effet de serre naturel. C'est ce que l'on appelle l'effet de serre additionnel en rapport avec les activités de l'homme. Ainsi, la Terre se réchauffe. Aujourd'hui, on peut déjà observer des signes du changement climatique. Les glaciers fondent, les niveaux de mer augmentent, etc. Et d'ici 50 à 100 années, les scientifiques redoutent de graves conséquences pour la santé, l'eau et les animaux. Mais qu'est-ce que d'abord le réchauffement climatique ? On parle de réchauffement climatique ou, autrement dit, réchauffement planétaire ou global, lorsque la température moyenne des océans et de l'atmosphère
augmente d'une façon importante sur une longue période de temps. C'est ce que l'on observe depuis le début du siècle dernier. La température moyenne sur le globe a augmenté de 0,6 degrés Celsius, ce qui est très rapide par rapport à l'histoire du climat. Cette augmentation est due à diverses sources naturelles et anthropiques. Tout d'abord, intéressons-nous à l'effet de serre. Prenons une serre de jardinier. C'est un bâtiment couvert de vitres conçu pour laisser passer la lumière du soleil et pour empêcher la chaleur qui se forme à l'intérieur de s'échapper trop vite vers l'extérieur. Il existe dans notre atmosphère des gaz qui jouent pour la planète le même rôle que les vitres de la serre. Ils laissent venir la lumière du soleil jusqu'à nous et empêchent l'énergie solaire de repartir trop vite vers l'espace. Heureusement, il existe dans l'atmosphère des gaz qui piègent et renvoient vers la Terre une partie de la chaleur rejetée. Ce sont les gaz à effet de serre. Grâce à eux, la Terre reste à une température clémente. S'ils n'existaient pas, la température de la Terre sera de moins 18 degrés. La disparition massive de la forêt tropicale humide au profit des prairies et des cultures diminue d'autant l'évapotranspiration. Ça veut dire l'évaporation plus la transpiration des énergies, la transpiration des végétaux, et donc l'humidité de l'air. Passons maintenant aux impacts du réchauffement climatique. Parmi les impacts du réchauffement climatique, l'augmentation de la température. D'après ces mesures, on constate que 1850 est l'année à laquelle ont débuté les relevés de la température. Et alors qu'on distingue que 1950, les températures ont augmenté de plus en plus rapidement. Cela cause les reculs de la nappe glaciaire. La flore aussi va subir les conséquences de l'augmentation de la température, c'est-à-dire l'extinction de plusieurs centaines de milliers d'espèces végétales. Certes, grâce à l'effet de serre, les plantes auront une vitesse de croissance très élevée grâce au CO2. Mais une augmentation de quelques degrés va engendrer de terribles répercussions sur l'environnement. Il n'y a pas que les végétaux terrestres qui vont subir les impacts du réchauffement climatique, mais aussi la flore aquatique va en subir, comme par exemple la disparition du corail. Le réchauffement climatique va aussi accroître la gravité des maladies dans les océans et, par ailleurs, provoquer la détérioration de la santé des écosystèmes marins. Toutes ces modifications vont avoir un grand impact sur les sociétés humaines. Il est largement admis qu'une chaleur plus haute aura de graves répercussions sur l'homme en soi et ainsi encouragera les migrations des moustiques et des insectes porteurs de maladies, comme par exemple le paludisme qui est cause de malaria est aujourd'hui en train d'apparaître dans des zones où il n'a jamais été paru auparavant. Alors... Merci beaucoup. Les 10 minutes sont écoulées. Merci à Marrakech Team. Et on revient avec l'Université Mohamed V de Rabat. Ils ont réglé leurs petits soucis techniques. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de débuter notre projet, on tient à vous remercier tous pour votre présence, ainsi qu'on remercie les membres du jury, ainsi que nos encadrants qui nous ont soutenus tout au long de ce projet. On remercie aussi, au nom de mon groupe, qui représente la faculté de sciences de Rabat, formée par Soukaina Moujbouj, Ahmed Bendani et moi aussi Iman Lalout. On remercie l'école Iched qui nous ont donné l'opportunité de participer avec vous dans le but de sensibiliser les gens sur le thème qui est l'environnement. Avant de débuter, on tient à vous présenter notre projet qui est sous forme d'une petite question, mais dont le contenu est énorme, qui est la gestion intégrée des ressources naturelles. Est-ce un choix ou une obligation? Avant de commencer notre sujet, on tient tout d'abord à vous présenter notre plan de travail afin de répondre à cette question. On commencera par une petite introduction.
Ensuite, on va classifier les ressources, proposer la problématique pour en déduire les conséquences afin de répondre à la question initiale, la problématique, pour ensuite en trouver une solution qui est celle de la gestion intégrée. Et puis, conclusion. Tout le monde se pose une question. Quand vous le voyez, notre projet est sous forme d'une petite question, oui, mais il est formé de 2 mots-clés qui sont les ressources naturelles et la gestion intégrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les ressources naturelles et qu'est-ce que cette gestion intégrée? Les ressources naturelles, ce sont des organismes, ce sont des molécules qui forment notre environnement. Et la gestion intégrée, c'est un plan, c'est une structure, c'est une stratégie qui a pour but de gérer nos ressources naturelles. Maintenant, passons à la classification des ressources naturelles. Comme vous le constatez sur le diagramme, les ressources naturelles se subdivisent en 2. Les ressources renouvelables, vent, soleil, eau, marée, vagues. Les ressources non renouvelables, énergie fossile, minéralisation. On parle d'énergie fossile, tout ce qui est charbon, pétrole et gaz naturel. En ce qui concerne la problématique, on sait tous que l'être humain a des besoins naturels, comme boire de l'eau, se réchauffer, manger et respirer. Pour subvenir à ces besoins, l'homme a besoin d'exploiter ses ressources. C'est normal, mais malheureusement, nous les avons depuis si longtemps exploitées sans nous poser la question de leur abondance. Cette augmentation de cette exploitation induit à une croissance démographique. Comme on voit sur ce graphe, en 1925, on avait une population de 2 milliards d'habitants. Et en 1996, on avait une population de 6 milliards d'habitants. Et si on fait une projection exponentielle, en 2200, on aura une population de 10,5 milliards d'habitants. Cette augmentation de croissance démographique, elle induit à une augmentation des besoins et aussi au changement de notre mode de vie. Et cette augmentation, elle induit à une surexploitation des ressources et à la pollution. Par conséquent, l'augmentation et la surexploitation des ressources naturelles et la pollution, elle induit un recul quantitatif et qualitatif de ces ressources, et ce qui cause l'augmentation des prix de leurs ressources et l'influence sur la santé humaine. Concernant le recul quantitatif, on a une diminution des ressources et augmentation des prix. Au niveau qualitatif, on a une dégradation des ressources et une influence sur la santé humaine et l'environnement en général. On a vu un premier facteur qui est la croissance démographique. Maintenant, on voit un deuxième facteur qui est la pollution. Ces images traduisent ce phénomène. Par exemple, on a la contamination de l'eau, la contamination du sol, la pollution des eaux de mer par le pétrole et la pollution de l'air. Passons maintenant à ce graphe. Quand vous le constatez tous, l'axe vertical constitue le nombre de planètes Terre. Bien sûr, on n'a qu'une seule planète. Notre planète, la planète bleue. L'axe horizontal représente les années. Et quand vous le voyez, tout, on a une ligne horizontale. Cette ligne représente la capacité de charge de la Terre. Mais comme vous le constatez, depuis 1978, l'empreinte écologique de l'humanité a dépassé cette capacité de charge de Terre. Et donc, on a dépassé nos limites, on a dépassé nos bornes pour la surexploitation de nos ressources naturelles. Alors, d'après tout cela, est-ce que vous pensez que cette exploitation et cette gestion intégrée est-elle en même temps un choix ou une obligation? Bien sûr, la réponse ne serait que une obligation. Maintenant, passons à la solution de cette surexploitation, de ce problème de ressources naturelles. Bien sûr, la réponse sera la gestion intégrée. Faute de temps, on va vous donner un des exemples de forme de cette gestion, qui est celui de notre pays, le Maroc, et surtout dans le domaine hydraulique. Comme vous le constatez, l'objectif du Maroc dans le domaine de l'eau est formé en 3. L'accès à l'eau potable, le développement de l'irrigation et aussi la satisfaction des besoins de l'industrie et du tourisme.
depuis l'indépendance, depuis que le Maroc a pris en main les choses et qui a vraiment reçu les choses en main, et donc il a mis pour sa stratégie deux choses. En un premier temps, la loi 1095 en 1995, qui a pour objectif une planification des utilisations des ressources en eau, une protection et une conservation quantitative et qualitative du domaine public hydraulique et aussi la création des bassins et des versants. Ensuite, la Charte de l'environnement en 2004, qui vient avec trois principes principaux. Le principe de prévention, le principe de précaution et le principe pollueur-payeur. Et tout cela, on voit que le Maroc est toujours en train d'accélérer son rythme pour avoir une solution à ces problèmes. Et cela grâce à diverses procédures. En un, le dessalement d'eau de mer et de la déminéralisation des eaux saumâtres. Ensuite, la poursuite de la politique de barrage et la conversion massive à l'irrigation localisée et aussi la réutilisation des eaux épurées par le système de STEP. C'est pas juste le gouvernement qui est censé être responsable, mais nous aussi, comme étant des citoyens, on a un rôle très important pour gérer ces ressources. Nous pouvons collaborer à leur gestion par de petits gestes qui peuvent faire la différence. Par exemple, fermer le robinet en se brossant les dents, ne pas jeter les déchets par terre et ne pas gaspiller l'énergie électrique en laissant la lumière allumée. Et pour conclure donc, nos ressources naturelles sont des biens précieux. Exploitons-les d'une façon rationnelle et durable et ne privons pas les générations futures de jouir de ces biens. Et voilà, on vous remercie infiniment pour votre attention. Bravo. Et on appelle les lycées Al-Qalam d'Agadir. Mesdames et messieurs, chers jurys, bonjour. Je m'appelle Inès Kamel. Mon groupe et moi, nous sommes originaires de la ville d'Agadir et nous représentons le groupe scolaire Al-Qalam. Nous allons vous présenter le sujet qui nous a été attribué dans le cadre de la compétition scientifique La Goutte d'Or, organisée par l'Institut supérieur des hautes études en développement durable. Notre sujet s'intitule « Les énergies, définition, classification, disponibilité et impact sur l'environnement ». Nous allons le présenter selon le plan suivant. Nous allons commencer, bien sûr, après l'introduction, par définir et classer les énergies actuelles, parmi lesquelles on trouve des énergies renouvelables et des énergies non renouvelables. Après, nous allons aborder leur disponibilité dans notre pays, ainsi que leur impact sur l'environnement, et sans oublier leur influence sur les enjeux du développement durable en conclusion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de commencer par un petit conte. Il y a bien longtemps, sur une terre saine et harmonieuse, l'homme préhistorique a pu domestiquer le feu. Le feu était notre première ressource énergétique utilisée. Après, et au fil du temps, la vie humaine a pris des formes et des couleurs, ceci grâce à la découverte de nouvelles ressources énergétiques. Hélas, notre planète mère souffre, notre planète n'est plus la même. Tout d'abord, que veut dire le mot énergie? En fait, le mot énergie provient du grec et signifie une force en action. Elle joue un rôle fondamental dans toutes les transformations physiques et son unité officielle est le joule. Et en ce qui concerne les différentes formes de l'énergie, on peut citer la forme mécanique, thermique, électrique et chimique. Et maintenant, pour la classification, je cède la parole à ma collègue Fatem Zahra. Chers jurys, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Fatem Zahra et je vais aborder avec vous la partie de la classification des énergies. Pour ce qui relève des considérations du développement durable, les énergies sont classées en deux grandes catégories, des énergies de flux et des énergies de stock. Les énergies de flux sont des énergies produites par des ressources que la nature renouvelle sans cesse et qui sont donc inépuisables à l'échelle humaine. Ainsi, on les appelle des énergies renouvelables. Les énergies de stock, par contre, ont une vitesse de régénération extrêmement lente et sont donc épuisables à l'échelle humaine. Ainsi, on les appelle des énergies non renouvelables. Pour les énergies renouvelables, je cite les 5 familles. Énergie solaire, énergie éolienne, hydraulique, géothermique et énergie de biomasse.
Pour l'énergie solaire, elle utilise les rayons solaires directs. Énergie éolienne, dont le moteur est le vent. Énergie hydraulique utilise les mouvements de l'eau, exemple, chute d'eau. Énergie géothermique utilise la chaleur terrestre interne. Et enfin, l'énergie de biomasse par la conversion de la matière organique. Et puis, en ce qui concerne les énergies non renouvelables, on peut citer deux familles, les énergies fossiles et l'énergie nucléaire. Les énergies fossiles sont le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ce sont des réserves qui se sont formées en plusieurs millions d'années à partir de dépôts organiques. L'énergie nucléaire, produite à partir d'un minéral radioactif nommé l'uranium. Parmi ces énergies, il y en a celles qui sont prometteuses dans notre pays. Je laisse la parole à mon collègue Anas. Merci Fatemza. Cher public, cher jury, maintenant nous allons nous pencher sur la disponibilité de ces énergies dans notre pays. Le secteur énergétique marocain se caractérise par une faible disponibilité en ressources énergétiques de stock. Il dépend à plus de 95% de l'extérieur pour son approvisionnement en ressources, notamment pétrolières et gazières. En effet, le Maroc dispose de potentiels importants d'énergie renouvelable, notamment le solaire et l'éolien. De ce fait, notre pays a élaboré une stratégie énergétique prometteuse par la création de projets diversifiés tels que des parcs éoliens et de centrales thermosolaires. Ceci dans le but de couvrir 42% de ses besoins énergétiques d'ici 2020. En premier lieu, l'énergie solaire. Le Maroc bénéficie d'un gisement solaire considérable, d'une capacité de 20 000 MW avec plus de 3 000 heures d'ensoleillement par an. Le programme intégré d'énergie solaire vise l'installation d'une capacité totale de 2 000 MW répartie sur 5 sites d'ici 2020. Par exemple, la centrale de Ouarzazate, qui compte parmi les plus grandes centrales au monde, qui sera fonctionnelle en août 2015. En deuxième lieu, l'énergie éolienne. Pour atteindre l'objectif de 2000 MW en énergie éolienne, le Maroc a décidé de lancer le programme intégré du secteur par la réalisation de plusieurs parcs éoliens, tels que le parc de Taza de 150 MW et le parc Jbel Hadid de 200 MW près de Saouira. Ces énergies disponibles peuvent générer ces énergies disponibles peuvent générer d'importantes économies dans plusieurs secteurs et contribuent au développement dans notre pays. Maintenant, je cède la parole à Fatemza. Merci Anas. Je passe à impact sur l'environnement. Actuellement, plus de 90% de l'énergie totale consommée dans le monde est d'origine non propre, notamment le pétrole et le charbon. Cela est dû à deux facteurs essentiels, leur disponibilité actuelle et leur rendement énergétique très élevé. Mais ces énergies ont un impact négatif sur l'environnement et par conséquent sur la biodiversité et la santé humaine. Pour les énergies fossiles, elles polluent l'atmosphère en émettant des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Il y a également la pollution des eaux et celle du sol par les pluies acides. Pour l'énergie nucléaire, le problème majeur est celui des déchets nucléaires qui ne peuvent pas être recyclés, sans oublier le risque d'émission de rayons radioactifs. Par ailleurs, les énergies renouvelables respectent l'environnement. Ainsi, on les appelle des énergies vertes. Elles sont propres, disponibles, économiques, aisément transformables et contribuent à la dynamique économique et sociale pour un développement durable et responsable. Nous vous invitons alors à découvrir avec nous l'exemple concret de l'utilisation d'une énergie propre en relation avec le développement durable et la protection de l'environnement dans notre région. Reportage. Nous sommes ici au cœur de l'Arcanerie, à environ 5 km d'Agadir, au pied du Grand Atlas occidental. La vue est merveilleuse, ça nous émeut. Sur cette colline se situe un projet écotouristique qui a fait son choix. Allons voir sa stratégie en matière d'utilisation d'énergie. Je vous présente M. Hassan Boutaïb, le propriétaire du projet. C'est un jeune Marocain ambitieux et amoureux de son pays. Bonjour, Si Hassan. Marhaba bikoum. Vous avez
avez opté pour quel type d'énergie et pourquoi ce choix? Nous avons opté tout d'abord pour une énergie propre, à savoir l'énergie solaire, parce que tout simplement c'est une énergie qui n'a pas d'impact sur l'environnement et qui ne pollue pas la nature. Et parce que aussi ça rentre vraiment dans l'esprit de notre structure, qui est une structure de tourisme durable et responsable. Quelles sont les différentes formes d'utilisation de ces technologies chez vous? Enfin, ici chez nous, on utilise deux types d'utilisation. Il y a tout d'abord l'énergie solaire pour chauffer l'eau pour l'utilisation, pour la casbah, pour nos clients, dans les cuisines par exemple. Et c'est l'énergie qu'on utilise à 100% pour cette fin. Mais aussi, on a des panneaux photovoltaïques qui nous donnent de l'énergie pour les ampoules et autres. Est-ce qu'il y a des actions de recherche pour améliorer l'utilisation des énergies solaires? Je pense que oui. Il y a pas mal de recherches qui se font aujourd'hui à l'échelle nationale et internationale. Et dans notre région, on a une université dynamique à ce niveau-là. Et justement, vous voyez en face, là, l'utilisation de l'énergie solaire. Justement, c'est un projet qui est initié par une étudiante qui est doctorante à l'université d'Agadir. Par exemple, ici, vous voyez, c'est un four solaire qu'on utilise pour faire des plats. Grâce au soleil, comme vous voyez, il y a un verre et puis il y a des plaques et qui reflètent la lumière du solaire. Et puis ça donne de l'énergie à l'intérieur. Et grâce à ça, on peut cuire un gâteau, on peut cuire même un tagine. Hein. Mais ça peut être aussi un distillateur d'eau. Merci à vous. Notre pays dispose d'une grande richesse en matière d'énergie propre et renouvelable. Et c'est à nous, acteurs de demain, de prendre le relais pour le bien-être de notre pays. Nous tous, par nos comportements, mais aussi nos compétences pour un futur meilleur. Vers l'avenir. Bravo. Alors, on va passer encore une fois aux exposés, ceux qui ont encore le cœur qui bat parce qu'ils ne sont pas encore passés. Bonjour à tous. Dans le cadre de la compétition Goutte d'Or, organisée par l'Institut supérieur des hautes études en développement durable, que nous tenons à remercier, nous, jeunes d'aujourd'hui, acteurs de demain, pour nous avoir donné l'opportunité de faire des sujets de présentation autour du développement durable et la préservation de la nature. Nous représentons le lycée Hassan II de Dakhla et notre sujet de recherche sera autour de l'empreinte écologique. Voici le plan de notre présentation. Premièrement, nous allons commencer par une introduction générale pour définir l'empreinte écologique et son principe, l'empreinte écologique globale entre 1961 et 2010, empreinte écologique par région et par pays, biocapacité par pays, empreinte écologique et indice de développement humain, conclusions et recommandations. Où que l'on vive, dans un village, dans une ville, l'approvisionnement en nourriture, en habillement, en énergie, en matériaux pour bâtir des maisons et des écoles. En résumé, toute notre vie dépend de la subsistance fournie par les écosystèmes. Alors, tout va bien, puisque nous ne consommons pas plus que ce que la Terre peut fournir. Mais comment savoir combien on a par rapport à combien on utilise? On a besoin d'un système de comptabilité pour les ressources écologiques, pour que nous puissions mieux gérer notre capital naturel. Alors, l'empreinte écologique va nous donner des réponses à toutes ces questions. Mais c'est quoi d'abord l'empreinte écologique? L'empreinte écologique a été inventée et développée au cours des années 90 par deux chercheurs canadiens, William Rees et Mathis Wickernagel, dans le but de mesurer le poids réel de l'homme sur la Terre. Les comptes de l'empreinte écologique sont aujourd'hui développés par le Global Footprint Network. Cet indicateur ne cherche pas à qualifier, mais à quantifier le poids réel de l'homme sur la Terre pour ensuite vérifier si cette pression est susceptible de s'exercer durablement. Mais que mesure l'empreinte écologique? L'empreinte écologique mesure la surface biologiquement productive d'eau,
et de la terre pour produire des ressources qu'un individu, une population, une activité consomme et pour absorber les déchets générés, compte tenu les technologies et la gestion des ressources en vigueur. Alors, la méthode de l'empreinte écologique permet de regrouper plusieurs domaines de consommation dans un seul indicateur intégré et se définit comme l'ensemble de ces composantes indépendamment de leur localisation, qui sont surface de pêche, terre cultivée, forêt, pâturage, terrain bâti, carbone. Mais il faut bien noter que l'empreinte carbone ne mesure pas les champs pétroliens, mais mesure les surfaces laissées pour absorber les émissions de CO2. Alors, l'empreinte écologique et la biocapacité s'expriment toutes deux dans la même unité, le hectare global. Et maintenant, je cède la parole à ma collègue Oumaima Salmi, qui va vous présenter les autres axes de notre sujet de recherche. Et merci. Merci ma chère. Bonjour tout le monde. À partir de ce graphique, on peut constater que l'humanité consomme aujourd'hui l'équivalent d'une planète et demie. En d'autres termes, il faut à la planète 18 mois pour régénérer ses ressources renouvelables et services écologiques consommés en un an. À partir de ce graphique aussi, on peut voir que l'humanité a dépassé le seuil d'une planète au début des années 1970 et n'a pas cessé d'augmenter. Et aussi, la composante carbone est la composante la plus élevée de l'empreinte écologique. Elle représente 53%. En effet, l'évolution de l'empreinte écologique entre les années 1961 et 2010 montre que l'offre et la demande en ressources renouvelables ont évolué au cours du dernier demi-siècle, principalement en raison de la croissance démographique. Par exemple, si on prend le cas de l'Afrique, on voit que l'empreinte par tête n'a pas changé et est restée pratiquement invariable. Mais l'élargissement de l'empreinte est lié à la croissance démographique que l'Afrique a connue pendant la période de 1961 et 2010. L'Asie-Pacifique, c'est une zone qui est fortement peuplée. Alors, une augmentation, même peu importante, ça va accentuer l'empreinte écologique totale. Concernant l'empreinte écologique de quelques pays, ce graphique-là nous montre le classement des 25 pays représentant l'empreinte écologique par habitant la plus élevée. La plupart de ces pays sont des pays à haut revenu, industriels et développés. Ce sont des pays des grands consommateurs. Et aussi, à noter aussi que la composante carbone reste toujours la composante la plus élevée de l'empreinte écologique. Il est très important de souligner que la contribution au dépassement écologique varie selon les nations ou bien selon le mode de vie de chaque personne. Par exemple, en 2010, si tout le monde vivait comme un habitant moyen du Qatar, il nous faudrait 4,8 planètes pour répondre à nos besoins. Si tout le monde vivait comme un habitant moyen des États-Unis d'Amérique, il nous faudrait 3,9 planètes. Comme un habitant du Corée du Sud, il nous faudrait 2,5 planètes. Comme un habitant d'Argentine, 1 planète et demie. Mais si on adopte le mode de vie d'un habitant moyen du Maroc, il ne faudrait que 1 demi-planète. La comptabilité de l'empreinte s'intéresse à deux côtés, l'offre et la demande de ressources du capital naturel. Ce graphique-là nous montre que non seulement la demande en ressources naturelles de l'humanité qui varie d'un pays à l'autre, mais aussi la biocapacité du pays. Maintenant, c'est à Rihab de vous présenter les derniers axes. Merci. Bonjour à tous. Dans ce graphique, les pays du monde sont positionnés en fonction de leur IDH et leur empreinte écologique. Le défi de développement durable consiste à un IDH supérieur à 0,72 et une empreinte écologique inférieure à 1,7. Actuellement, aucun pays n'atteint à cet optimum. Et quel est donc le chemin vers le développement durable ? Pour parvenir au développement durable, le chemin à emprunter varie selon les pays.
À titre d'exemple, pour les pays rassemblés dans le point supérieur droite, la difficulté consiste à réduire substantiellement leur empreinte pour devenir écologiquement durables. Et pour les pays regroupés en bas à gauche du graphique, la difficulté consiste à améliorer sensiblement l'IDH sans trop accroître leur empreinte pour devenir socio-économiquement développés. Et enfin, nous pouvons conclure par le fait que l'empreinte ne divise pas le monde en bon et en mauvais. Elle ne fait la morale à personne et n'oblige personne à rien. Au lieu de ça, elle permet d'établir des comparaisons au plan local, national, régional ou global, ainsi que de localiser les réserves et les déficits écologiques. Cet indicateur est pédagogique, simple à saisir et intuitivement compréhensible grâce à la métaphore du mot empreinte. La comptabilité de l'empreinte peut soulever des questions sur nos actions personnelles et nous aide à prendre des décisions en vue d'un mode de vie plus durable. Nous n'avons que cette planète-ci. L'humanité doit adapter sa consommation de ressources à ce que la Terre peut fournir. Sinon, on sape le potentiel de notre propre bien-être ainsi que pour celui des générations futures. Et merci. Prochaine destination, lycée El Fath à Dakhla même. Monsieur le Président, Messieurs les jurés et professeurs, bonjour. Dans le cadre de la compétition La Goutte d'Or, organisée par l'Institut supérieur des hautes études en développement durable, École Eshed, que nous tenons à remercier pour nous avoir donné l'opportunité d'exprimer nos volontés de faire des présentations autour des sujets relatifs à l'énergie, l'environnement et le développement durable. Nous représentons les lycée El Fath de Dakhla et notre projet sera autour du rôle des micro-organismes dans la gestion de l'environnement. Ce dernier est considéré comme l'un des sujets très importants qui occupent une grande place dans notre époque actuelle. On va entamer le plan de notre exposé par une petite introduction, puis les micro-organismes dans l'environnement, suivi par la gestion de l'environnement à l'aide de ces micro-organismes, et enfin la conclusion. Il y a environ 3,8 milliards d'années-feu apparaissent les premières formes de vie sur Terre, les cyanobactéries. Ces dernières sont des micro-organismes unicellulaires et sont les premières à produire du dioxygène, ayant ainsi permis l'établissement de notre atmosphère actuelle et le développement de la faune et de la flore. Cependant, l'homme a commencé à détruire cet environnement en rejetant dans la nature des polluants très toxiques. Dans le monde entier, des milliers de tonnes de déchets sont produits par jour et la figure suivante montre l'augmentation du taux de déchets dans les pays du monde en différentes proportions. Le développement des activités industrielles, agricoles et domestiques entraîne l'introduction dans l'environnement d'une grande quantité de contaminants de nature diverse. Depuis le milieu du XIXe siècle, les effets de l'industrialisation ont rompu l'équilibre existant pour le recyclage naturel des éléments. Le rejet brutal et massif des résidus toxiques dans l'environnement a peu à peu conduit à l'apparition de risques nouveaux encore mal évalués pour l'équilibre des écosystèmes. La dégradation de l'environnement est en fait générale et concerne tous les milieux. Une grande partie des problèmes et des préoccupations mondiales est la pollution par les déchets domestiques. Principalement, on trouve les contaminants émergents, par exemple les résidus de médicaments hydrocones, et aussi par les déchets agricoles qui évacuent du pesticide. Essentiellement, on trouve le benzoapyrène dans le sol, sans oublier les déchets industriels qui sont fondamentalement les métaux lourds. Et on peut citer le plan comme à titre d'exemple. Les micro-organismes qui gèrent notre environnement contre les déséquilibres écologiques sont classés en deux familles, les prokaryotes et les eucaryotes. Il est possible de distinguer d'une part les micro-organismes prokaryotes qui ne possèdent pas d'un noyau. Principalement, on trouve les bactéries, par exemple Escherichia coli.
et les archées comme Thermococcus littoralis, et d'autre part les micro-organismes eucaryotes possédant un noyau. Essentiellement, on trouve les mycètes comme Saccharomyces cerevisiae, les algues, par exemple la Spirogyra, et enfin les protozoaires, et on peut citer la Sarcodina comme titre d'exemple. Ces micro-organismes sont utilisés depuis environ un siècle pour le traitement des compartiments environnementaux. Ce qui est nouveau, c'est l'utilisation de ce procédé microbiologique pour nettoyer les sols, les eaux souterraines et les estuaires. Cependant, la bioremédiation est une option qui offre la possibilité de détruire ou de rendre moins toxiques les polluants en utilisant des activités biologiques naturelles. Et aussi, il ne faut pas oublier que ces micro-organismes jouent un rôle primordial dans la production des énergies renouvelables. Les micro-organismes qui sont utilisés dans le procédé de bioremédiation peuvent être indigènes, c'est-à-dire déjà exister dans la zone polluée, ou exogènes signifie ajouter au milieu, ou encore être prélevés sur le site contaminé, cultivés au laboratoire, puis réintroduits dans les sols. Les principales technologies utilisées dans le procédé de bioremédiation par les micro-organismes sont les suivantes. Premièrement, la bio-augmentation par les micro-organismes. La bio-augmentation par les micro-organismes est une technologie de traitement biologique qui consiste à introduire des cultures bactériennes adaptées ou des microflores génétiquement modifiées sur le site contaminé, à l'objectif d'augmenter la biodégradation des polluants organiques, principalement les hydrocarbures. L'application de cette technique est très récente au niveau mondial. Simultanément, les terres bio-augmentées ont marqué une évolution progressive et on marque en 2013 que les terres bio-augmentées ont atteint 25 467 terres bio-augmentées. L'introduction des micro-organismes dans le procédé de bio-augmentation présente plusieurs avantages, particulièrement l'assainissement des contaminants in situ, peu coûteux comparé à des traitements ex situ, avec un minimum d'impact sur la surface des écosystèmes et un minimum de production de déchets après traitement. Il existe une autre technologie de bioremédiation par les micro-organismes. C'est la biofiltration par les micro-organismes. La biofiltration par les micro-organismes est un processus naturel de dégradation aérobique du contaminant de l'air pollué par l'oxydation bactérienne. Ces micro-organismes sont fixés sur un matériel filtrant qui favorise leur croissance et l'oxydation de méthane. On peut dire en quelque sorte que le micro-organisme mange les particules de méthane et les transforme en CO2 et H2O. La biofiltration qui consiste à utiliser des champignons et des bactéries pour dépolluer l'air contaminé est effectuée en 3 processus. Premièrement, la filtration du contaminant de l'air pollué. Deuxièmement, le transfert des polluants vers l'eau d'irrigation. Et finalement, la dégradation des polluants, soit dans les sols ou dans l'eau. La question principale proposée actuellement au Centre de recherche de dépollution atmosphérique, la biofiltration, est une solution à gaz à effet de serre? La réponse est dans le tableau suivant, qui montre le taux de dégradation des gaz à effet de serre, le gaz de méthane à titre d'exemple pour les 4 matériaux filtrants. Les composts, les copeaux de bois, la tourbe et le terre noire. D'après le tableau suivant, on constate que le taux de dégradation de méthane est très intéressant, situé entre 83 et 92% selon le matériel filtrant utilisé. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont très encourageants. Cependant, le matériel filtrant lui-même qui constitue la principale source des micro-organismes. Sans oublier la 3e technologie de bioremédiation par les micro-organismes, c'est le compostage des déchets par les micro-organismes. Le tableau suivant présente que le Maroc est parmi les premiers pays producteurs des déchets fermentescibles par un taux qui atteint 69,8% de matière fermentescible. À l'échelle du Maroc, la technique de compostage reste la technique la plus pertinente pour l'élimination des déchets organiques.
Le compostage est actuellement considéré comme une des composantes écologiquement durables dans un système intégré des déchets ménagers. Cependant, les micro-organismes dégradent ces déchets sous forme d'amendements organiques, le compost qui est utilisé pour la fertilisation des sols. Ainsi, les réactions de compostage sous l'action des micro-organismes dégagent de la chaleur qui hygiénise le compost, c'est-à-dire qui élimine les agents pathogènes contenus dans les déchets entrants. Le processus de compostage est assuré grâce à des micro-organismes particuliers de nature diverse. Le tableau suivant présente le nombre des micro-organismes décomposeurs de compost et aussi responsables à l'élévation rapide de température. Par exemple, 1 milliard jusqu'à 10 milliards de bactéries existant dans un kilo de compost, sans oublier les champignons, les actinomycètes, les algues et les protozoaires. Parmi ces micro-organismes, les champignons et les bactéries restent les éléments majeurs qui assurent le processus de compostage, car les bactéries, ce sont les déclencheurs de ce processus. Elles sont aussi récalcitrantes. Cependant, les champignons complètent l'action des bactéries. L'utilisation des micro-organismes dans le procédé de compostage présente plusieurs avantages. Parmi eux, la fertilisation des sols. Elle réduit le volume des ordures ménagères et aussi, c'est naturel, donc c'est bon pour notre planète. Autre technique de la remédiation des compartiments écologiques est la biolixiviation. Dans le procédé de la biolixiviation, les micro-organismes, principalement les bactéries acidophiles, jouent un rôle primordial dans la solubilisation et la décomposition des métaux lourds existant dans le milieu aquatique en présence ou en absence de l'oxygène. On constate alors que la biolixiviation est une réalité industrielle utilisée pour l'élimination des métaux lourds dans les différents compartiments écologiques. Parmi les bactéries aérobiques reconnues de leur pouvoir de dégradation, ne pouvons citer celles appartenant au genre Alcaligenes, Sphigomonas, Pseudomonas et Mycobacterium. Ils peuvent dégrader les pesticides, les hydrocarbures, les alcanes et les polyaromatiques. Souvent, ces bactéries utilisent le polluant comme source d'énergie ou du carbone. L'équipe suivante nous vient de Marrakech, lycée Moussa Ibn Nusayr. Monsieur directeur des CHED, président de FID, monsieur directeur de la Bibliothèque nationale, mesdames, messieurs membres du jury, chères auditrices et auditeurs, nos collègues, salam alaikum. Nous sommes très heureux d'être ici pour faire un appel à la célébration de la Journée mondiale de la Terre qui aurait le 22 avril. Ainsi d'être parmi les concurrents finalistes à la JO 2015 que ECHED et FID organisent, remercie infiniment. Et bien sûr, sous le thème « Valoriser mes compétences, c'est faire développer mon pays ». Notre lycée Moussa Ibn Nusayr est chargé de traiter la biodiversité et le développement durable comme un sujet que je prends l'honneur, moi, Omaima Bin Aboud, de présenter la recette avec mes collègues Oussama et Soufiane et notre cher encadrant Moulay Reda Bousta. Dans notre plan, nous posons le problème en relation avec les questions axiales. Nous traitons le sujet dans 3 volets. Volet conceptuel, y compris les acquis, les notions, les définitions et les relations qui lient les 2 concepts. Le volet des acquis de développement durable et la biodiversité, ainsi que leurs enjeux et perspectives pour dégager à la fin une conclusion. Tout être qui respire, se nourrit, s'accroît et se reproduit est un être vivant. Tous les êtres vivants qui se reproduisent entre eux et conduisent à l'augmentation de leur nombre et à la pluralité de leurs formes constituent une espèce. Ces individus ne se distinguent que par leur phénotype. On parle alors d'une biodiversité phénotypique ou intraspécifique. Différentes espèces qui vivent dans un même milieu et sous l'action des mêmes facteurs écologiques constituent par leur diversité un écosystème.
On parle d'une biodiversité interspécifique. Tous les écosystèmes qui existent dans la nature partagent, comme les champs, les déserts, les océans, les forêts, les lacs et les rivières, les rochers et les prairies, partagent partiellement entre eux leurs constituants. Ils sont unis dans un macrosystème, c'est la biosphère. Le globe terrestre les unit tous. On parle d'une biodiversité écosystématique. La biosphère fait répartir relativement 13 500 000 espèces. Parmi eux, existe l'homme actuel qui présente espèces l'Homo sapiens, Homo comme genre, hominidés comme famille, primates comme ordre, mammifères comme classe, vertébrés comme embranchement et animal comme règne, et ne constitue qu'un élément dans un réseau phylogénique compliqué. Six actions intenses et compliquées de cet Homo sapiens sur la biosphère peuvent être mesurées en se basant sur la notion empreinte écologique. Une surface biologiquement productive porte à l'homme l'air, l'eau, la matière organique et la matière minérale, qu'elle a consommée la rend une surface biologiquement consommée. Empreinte écologique exprime à l'homme une surface biologiquement productive. On la note comme différence entre la surface biologiquement productive SBP et la surface biologiquement consommée SBC, d'où on valorise les ressources naturelles disponibles. Si la surface biologiquement consommée est plus grande que la surface biologiquement productive, l'empreinte écologique devient négative. Alors, les ressources naturelles disponibles tendent vers zéro. Et la quantité du monde vivant serait en question. Mais encore, une biodiversité se dégrade. Déjà des espèces disparues, en attendant celles de menacées. Une espèce, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. Une espèce végétale, parmi 5, disparaissent. Au Maroc, déjà 8 espèces de mammifères disparues et 30 espèces d'oiseaux en voie de l'extinction. Citons l'exemple de pic-à-bec noir, le bruyant ado noirâtre, huîtrier des Canaries, dauphin de Chine et la tortue géante de l'île de Pinta, tous disparus. Ours blanc, thon rouge, léopard d'Arabie, requin blanc, lion d'Atlas et le titre de Java, tous menacés. Alors, quoi donc faire? Bombax costatum, Raya sénégalensis, Prosopis africana, ces 3 végétaux ont une valeur médicinale très importante. Alors, quoi donc faire? Prévenir les causes de la perte de la biodiversité, la nécessité de promouvoir une approche par écosystème, encourager la conservation et l'utilisation durable, d'après la Convention Rio, c'est-à-dire l'empreinte écologique doit rester toujours positive. Ce projet nécessite une bonne gouvernance de nos comportements vers la nature, biodiversité, une bonne gouvernance de nos comportements, de notre mode de vie, développement durable. Le développement durable et la biodiversité, 2 composantes inséparables. Le concept développement durable, donc, a raison de prendre sa naissance. Ce concept est défini selon le rapport Brundtland en 1987 comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable est basé sur le principe de respecter les droits de vie de l'autre être vivant et rétablir une relation de conciliation avec la nature, maintenir l'équilibre entre nos besoins et les capacités des ressources naturelles,
agir pour faire arrêter le plus possible l'extinction anthropique des espèces. Et considérer l'extinction d'une espèce, c'est l'extinction de l'homme lui-même. Et lier le développement durable à la biodiversité comme un contrat stratégique avec de l'homme avec lui-même au cœur de la nature. Cette liaison posée sur 3 piliers. Selon l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, le développement durable conduit à valoriser et conserver la nature. Le développement durable conduit à une gouvernance efficace et équitable de l'utilisation de la nature. Le développement durable conduit à trouver des solutions basées sur la nature pour résoudre ces problèmes. Parmi pays leaders, on cite un pays qui a adopté définitivement une politique nationale verte. Un pays qui a fondé un centre de recherche scientifique qui continue depuis longtemps. Un pays qui a déjà réalisé un chiffre de 95% d'énergie consommée et renouvelable. Plantation obligatoire. Un pays qui interdit la chasse ni la domestication. Un pays qui est loin des guerres et armements. Seule la nature s'explose par ses volcans. C'est Costa Rica à l'Amérique centrale. Le Maroc a planifié une carte géo-verte vers le futur. Elle a pris l'initiative de souscrire à la communauté internationale, adoptant officiellement le concept développement durable depuis la conférence Rio en 1992, en adoptant le thème le partage de responsabilités communes mais différenciées. Actuellement, le Maroc se prépare à établir le cadre charte de la stratégie nationale du développement durable. Évaluer nos compétences, conservons notre patrimoine naturel, développons notre pays. Pays de Mamlaka al-Ahrar, Mashriq al-Anwar, pays de stabilité, solidarité et développement vert. Exploitons la richesse de notre continent. La nature nous appelle à garder nos sourires vers le vert. Gardons nos sourires vers le vert, vers les générations futures. Merci à toutes et à tous. Avec la 3e université, par Mohammedia, l'université Hassan II de Mohammedia. Bonjour tout le monde. Dans le cadre de la compétition Goutte d'Or organisée par l'Institut supérieur des hautes études en développement durable et la Fondation Innovation pour le développement durable, que nous tenons à remercier de non seulement nous avoir donné l'opportunité de présenter notre travail, mais aussi d'acquérir des connaissances sur notre royaume et sur son développement continu. Nous représentons l'Université Hassan II, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohammedia, étudiante en licence professionnelle management bancaire. L'intitulé de notre sujet d'exposition est l'influence de la disponibilité et de la qualité de l'eau sur le développement économique marocain. Ce modeste travail a été réalisé par Mademoiselle Loubna Rzouk et Khadija Waïb et moi-même Soukaina El Filali, encadré par notre cher professeur, M. Nordin Ali et M. Toufer Ben Kerrache. Afin d'aboutir à nos fins, on a élaboré le plan suivant. Tout d'abord, on va parler de la diversité géographique, culturelle et climatique, ainsi que les changements et défis encourus par le Maroc. Ensuite, on va parler de l'eau au Maroc, sa disponibilité, sa qualité, l'accès, ainsi que la demande en eau. Par la suite, on va parler de l'importance de l'eau dans le développement économique marocain, dans le secteur agricole comme dans le secteur industriel. Ainsi, on va parler aussi de l'impact du changement climatique sur l'économie marocaine. Les ressources naturelles, notamment l'eau. Qui dit ressources naturelles dit secteur d'agriculture, secteur d'industrie, secteur tourisme. Tous les secteurs dont la base sont les richesses de notre nature. Notre futur en a besoin et notre pays aussi en dépend pour booster son développement. Alors, afin de ne pas sortir du cadre de notre sujet d'exposition, on aimerait se concentrer sur l'eau. Alors, quel est l'impact de cette ressource, bien sûr rare, sur le développement de notre beau pays ? On ne peut bien sûr évoquer le Maroc sans évoquer sa situation géographique exceptionnelle.
enchâssée entre la Méditerranée et l'océan Atlantique, une large bande montagneuse au centre, ainsi que le Sahara au sud et au sud-est. Une diversité climatique, un climat aride à semi-aride, et une diversité culturelle qui est un mélange entre berbères, africains, arabes, avec des influences européennes. Le Maroc a encouru plusieurs changements, soit sur le plan économique, sur le plan politique, nouvelle constitution, nouvelles réformes, sur le plan politique, le nouveau fonds de développement industriel, ainsi que la mise en place de la première assurance chômage, sur le plan social, création d'emplois, et sur le plan environnemental, c'est la question du changement climatique, exceptionnellement la sécheresse. Les défis du Maroc, si on aborde le sujet du développement économique, donc c'est là où on peut prendre bien sûr l'emploi, la croissance économique, l'optimisation des ressources naturelles, ainsi que la gestion des ressources pour bien gérer notre pays. En ce qui concerne le développement humain et politique, la santé de vie, la qualité aussi de la santé, la qualité de vie, et aussi les droits de l'homme et la place de la femme dans la société. Sur le plan du développement durable, c'est là où on parle de l'optimisation des ressources naturelles, ainsi que la sauvegarde de ces ressources pour les générations futures, l'énergie verte et la gestion de l'eau. L'eau, l'essentiel de la vie, qu'aucun être vivant ne peut vivre sans. C'est une question qui est devenue universelle. C'est pourquoi je me pose 5 questions personnellement. Quelle est la disponibilité, la qualité, l'accès et la demande en eau? Si on prend par exemple la demande en eau, la disponibilité, près de 130 grands barrages ainsi que 62 barrages programmés. Une surexploitation des nappes souterraines ainsi que le traitement des eaux de mer qui est trop cher pour le Maroc. D'après la Banque africaine pour le développement, l'accès à l'eau potable au Maroc a été enregistré en 2012 en milieu rural à 92% et en milieu urbain à 94%. D'après l'ONE, l'assainissement a enregistré un taux de raccordement global de 72% et un taux d'épuration de 24%. La demande en eau au Maroc a connu une évolution croissante. Les principaux facteurs de l'augmentation de la demande en eau sont les suivants. Tout d'abord, l'augmentation de la population que connaît le Maroc de plus en plus, notamment dans le milieu urbain où l'on rencontre une consommation plus élevée de l'eau. Et vu l'importance de l'industrie dans l'économie marocaine, elle consomme à son tour une part importante de l'eau. Mais l'irrigation reste le plus grand consommateur de l'eau au Maroc. Mais la question qui se pose, quelle est l'importance de l'eau dans le développement économique du Maroc? Tout d'abord, nous allons traiter le secteur agricole. Et pour le relancer, le lancement d'une stratégie comme le plan Maroc vert était indispensable. Il a été lancé en 2008 par Sa Majesté le roi Mohammed VI pour faire de l'agriculture un secteur performant. Puisque 40% de la population active vivant du secteur agricole, essentiellement la production céréalière, qui représente la principale culture agricole au Maroc et qui dépend bien sûr des conditions et des aléas climatiques, surtout dans le centre du pays. On ne peut pas négliger l'importance du secteur des fruits et légumes qui offre à long terme les plus grandes possibilités de développement, grâce à une politique des barrages qui s'est renforcée dans les années 60-70. Il s'agissait de doter les régions agricoles les plus exposées au phénomène de la sécheresse de l'eau et qui ont développé le secteur d'agroalimentaire et les agrumes et qui font augmenter aussi les exportations agricoles marocaines. L'élevage constitue aussi une composante importante du secteur agricole, en contribuant à hauteur de 30% de la valeur ajoutée. D'après tout ce qu'on a vu, toutes ces activités nécessitent d'importantes ressources en eau. Alors, quelle sera l'utilité de l'eau dans le secteur industriel? Passons à l'industrie qui constitue aussi un pilier de l'économie marocaine avec un pourcentage de 28% du PIB, dominé principalement par le secteur d'agroalimentaire qui représente à son tour 35% du PIB industriel, par le secteur du textile et l'industrie du cuir. Et dans ce secteur, on peut remarquer facilement l'utilisation massive de l'eau, puisqu'elle est impliquée dans la plupart des fabrications industrielles.
Il peut être utilisé comme matière première pour la fabrication de plusieurs produits, 10 à 100 litres d'eau pour 1 kg de papier et 5 000 à 10 000 litres d'eau pour fabriquer une seule voiture, ce qui est énorme et c'est le cas pour plusieurs d'autres produits. Il est employé également pour le refroidissement des machines, pour le nettoyage des installations, des canalisations et même pour nettoyer le sol des usines. Et sans oublier son importante utilité pour l'hygiène des employés. En plus de cet emploi abusif, l'industrie pollue aussi, avec les rejets qu'elle génère à travers ses fabrications, ce qu'on appelle également des effluents industriels, qui peuvent avoir des effets toxiques sur les organismes vivants et donc des maladies et des épidémies. Et puisqu'on est situé dans les régions les plus arides du monde, le Maroc rencontre un autre problème lié au changement climatique, qui est caractérisé principalement par une baisse des précipitations de plus de 20% et d'une augmentation d'évaporation d'ici 2050, ce qui aura un impact négatif sur les apports d'eau avec une réduction de 30% selon les dernières estimations. Donc, pour mieux gérer cette ressource rare, il est important de sensibiliser les différents acteurs économiques à ces problèmes, en envisageant de nouvelles techniques d'irrigation, donnant de meilleurs résultats tout en économisant de l'eau. Les industries peuvent faire de même en étant plus économes et moins polluants, puisque le Maroc est exposé à un défi de développement des régions arides, notamment les régions du sud et du centre. Et il ne faut surtout pas oublier de se préparer aux problèmes de pénurie d'eau annoncés par les changements climatiques et qui sont devenus une réelle préoccupation pour le Maroc. Nous aussi, en tant que citoyens, on est censé de faire notre mieux pour mieux préserver cette ressource rare, pour nous, pour le développement de notre pays et pour les générations futures. Merci. Et de Mohamedia, on se dirige vers Oujda, lycée Sharif Idrissi. Bonjour, nous les élèves du lycée Sharif Idrissi, notre thème c'est l'historique de la dégradation de l'environnement, réalisé par Fatem Zahra Louali Al-Alami, Houari Fatem Zahra, Shayma Al-Amri, Ahmed Ma'zar et Hiba Ben Allal, et encadré par M. Garni Yahya. Voici notre plan. Nous allons commencer par une introduction, ensuite vous définir certains objectifs que nous avons fixés, et puis vous définir certaines notions pour rentrer par laquelle de notre cœur sujet qui est l'historique de la dégradation de l'environnement, qu'on a divisé en deux parties, avant la révolution industrielle et après la révolution industrielle. Et pour finir, des recommandations et une conclusion. Généralement, quand nous entendons le mot environnement, on a tendance à penser aux espaces naturels, aux animaux et aux plantes. Nous oublions que le terme environnement ne désigne pas seulement la faune, la flore ou la biodiversité, mais plutôt un ensemble d'éléments qui sont liés les uns aux autres par des relations complexes et nous sommes un de ces éléments. En même temps, l'environnement constitue notre milieu de vie. Il nous fournit pas seulement de ressources, mais plutôt de nombreux services sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. Par exemple, le cycle naturel de l'eau nous fournit de l'eau douce dans les nappes souterraines, les lacs et les rivières. L'atmosphère nous protège des rayons du soleil et ainsi régule le climat. Et enfin, l'homme a besoin d'un habitat. Mais malheureusement, notre environnement est en perpétuelle dégradation. Voici nos objectifs. Nous allons commencer par un objectif ultime, et c'est de montrer l'amplification de la dégradation de l'environnement. Nos objectifs spécifiques consistent d'abord à développer notre savoir-faire, se familiariser avec des présentations devant un grand auditoire et surmonter le trac. Avant d'entrer dans les détails, il faut définir certaines notions. D'abord, c'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est l'ensemble des composants naturels, à savoir l'eau, l'atmosphère et le sol, et vivants comme les animaux, les végétaux et aussi l'homme. Cependant, la dégradation, c'est la modification d'un état naturel à un état défectueux. Et parmi cette dégradation, il y a la désertification, la pollution de l'air, la pollution des eaux et le dégel. Cette dégradation n'arrive pas d'un seul coup, mais par des phases qui ont donné l'histoire de la dégradation qu'on va traiter. Maintenant, je laisse la parole à Fatem Zahra Louali Al-Alami. Merci. Après les recherches et les lectures que nous avons effectuées tous ensemble, nous avons constaté que la dégradation a vécu deux phases.
La première, c'est avant la révolution industrielle. Dans cette période, la dégradation était couramment due aux catastrophes naturelles. À citer, les éruptions volcaniques, les incendies causés par la foudre, les séismes et la prolifération des champignons. Ces phénomènes avaient des effets désastreux sur la biodiversité et en particulier les espèces animales. Cette courbe représente le pourcentage d'extinction en fonction de temps géologique. Comme vous pouvez le constater, le globe a connu 5 crises biologiques majeures, classées selon leur intensité, la première au Permien, la deuxième au Trias, la troisième à l'Ordovicien, la quatrième au Frasnien et la cinquième au Crétacé. Cependant, l'influence de l'homme sur l'environnement à la fin de cette phase était presque négligeable car son mode de vie était simple. Il utilisait des machines mécaniques et des engrais biologiques pour subvenir ses besoins fondamentaux. Malheureusement, cette situation n'a pas duré longtemps. Depuis la révolution industrielle et avec l'évolution de la machine, l'apparition des usines, son mode de vie a changé. Il est devenu donc l'agent principal dans la dégradation de son environnement. Pour produire des biens matériels sans conforme, l'homme consomme à fond les ressources naturelles et engendre la pollution des sols, de l'eau et de l'air. En ce qui concerne la pollution des sols et la pollution de l'eau, ces deux genres de pollution sont intimement liés. Car si on prend par exemple la pollution causée par les engrais et les pesticides, on trouve qu'ils se concentrent avant sur les sols avant d'être infiltrés en profondeur pour acquérir en nappe phréatique. Ils peuvent aussi être infiltrés par les eaux de ruissellement, Ils peuvent aussi être lessivés par les eaux de ruissellement, polluant de cette façon les cours d'eau qui se déversent ensuite dans les lacs, les mers et les océans. Passons à la pollution atmosphérique. Ce schéma représente les sources d'émissions de polluants atmosphériques. Dans l'industrie, qui a 52%, le transport 27% et l'agriculture 10%. Parmi ces agents polluants, on trouve le dioxyde de carbone, le chlorofluorocarbure et le tétrafluorométhane. Ces gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, ils absorbent les rayons infrarouges et emprisonnent l'énergie thermique près de la surface de la Terre, provoquant le réchauffement de la Terre, la fonte des glaces et l'élévation du niveau de la mer. Sans gaz à effet de serre, la température peut atteindre moins 18 degrés Celsius. Avec les gaz à effet de serre, mais d'une façon naturelle, la température atteint 15 degrés Celsius. Avec le surplus des gaz à effet de serre, la température pourrait atteindre 19,5 degrés Celsius. Maintenant, je cède la parole à ma collègue qui va vous donner certaines recommandations. Merci. Comme nous venons de traiter, la dégradation de l'environnement est un effet cumulatif des actions de chacun d'entre nous. Par conséquent, nous sommes les responsables et c'est à nous de proposer des solutions rationnelles pour celui qui abîme, dégrade, pollue, répare. Et pour cela, il vient le développement durable. Le développement durable, c'est un nouveau concept qui consiste à respecter l'environnement. C'est un développement social et économique. Il préserve les ressources naturelles. Son but, c'est d'améliorer en continu les conditions de vie des êtres humains. Et parmi les solutions, gestion des effluents, pollueurs-payeurs, transport en commun et les énergies renouvelables. Les effluents peuvent être soit d'origine industrielle ou proviennent des particuliers. Qu'ils soient liquides, gazeux ou solides, doivent se traiter, c'est-à-dire donner une deuxième vie à nos déchets et traiter les eaux usées avant de les rejeter dans les milieux naturels. Le principe pollueur-payeur a été adopté en 1972 par l'Organisation de coopération et de développement économique en tant que principe économique visant la prise en charge des coûts de mesure et de lutte contre la pollution pour que l'environnement soit dans un état acceptable. Le transport en commun, le tramway par exemple, nous permet d'économiser les énergies et en même temps diminuer les agents polluants. Et enfin, les énergies renouvelables. Éoliennes, biomasse, solaire et hydraulique.
Ce tableau montre les diverses sources de ces énergies et leur utilisation en électricité qui est facilement utilisable par l'homme. La démarche du remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables nous permet de réduire les impacts liés à la consommation des énergies d'une activité donnée. Et pour cela, le Maroc lance la grande construction d'un parc solaire géant à Ouarzazate pour une capacité prévue de 300 MW en 2015, c'est-à-dire cette année. Pensons tous à aider notre planète. Réfléchissons avant d'utiliser, réutilisons, recyclons et réduisons. Maintenant, je laisse la parole à Fatima Zahra qui va nous conclure cette présentation. Merci. Pour conclure, je tiens à vous signaler, mesdames et messieurs, que notre planète est un système vivant sur lequel chacun de nos gestes a une influence directe. L'utilisation des transports en commun et des énergies renouvelables, l'économie de l'eau et de l'électricité et le tri de nos déchets permettent de préserver la qualité de l'eau, des sols, de l'air, la faune, la flore et les paysages. Lançons-nous alors le défi de sauver notre planète avec des gestes simples à faire au quotidien. Pour finir, je remercie l'Institut supérieur des hautes études en développement durable et la Fondation Innovation qui nous a donné l'opportunité de vivre cette expérience. Et merci pour votre aimable attention. السلام عليكم لالا. السلام عليكم مرحبا. هاد الوقفه هكا وهاد الشجاعه اللي كسبتها من هاد الوليد اللي كيقرا في إيشاد حتى مشى الإيشاد مع العلم انني مدرسه. ف c'est vrai que au début je ne pouvais pas comme ça parler devant les gens, ça me faisait beaucoup de trac, j'avais peur. Et c'est à partir de Ayman qui m'a appris à confronter les gens. Et ça c'est grâce à Iched. Je suis très contente d'Iched. Je suis très contente du système d'Iched. Moi, je n'ai pas senti que mon fils fait des études universitaires. C'était cool. C'était quelque chose de normal, naturel. Il est là. Jusqu'au jour où il est venu et m'a dit « Maman, je vais faire une présentation, tu dois me voir. » Ah bon, c'est tout ce que vous étudiez? Non, ça c'est en parallèle. Et c'est ça. Iched a développé. Non, elle a développé. Non. Elle a développé la personnalité et c'est très important. Merci beaucoup, Iched. Je tiens à remercier aussi M. Kamal et Mme Caroline et l'équipe qui travaille à Iched depuis M. Moustapha, je crois, qui reçoit toujours, M. Driss, merci, qui reçoit toujours nos enfants avec un sourire. Madame Najla, Mademoiselle Najla, je crois. Mademoiselle Najla, les élèves, les étudiants, de toute façon, je me sens familier avec. Subhanallah, moi je n'ai pas fait des études universitaires, mais avec Iched, j'ai vraiment fait des études universitaires. Alors, merci beaucoup. Et au nom de tous les parents, je dis merci beaucoup Iched. Merci, je crois qu'elle a parlé au nom de toutes les mamans qui assistent ou qui n'ont pas assisté, mais qui sont fiers aussi de vous ici présents à la salle. Il nous reste un seul lycée. Il est d'ici, c'est des Essiciens, encore une fois, de Rabat. Lycée Moulay Youssef. Honorables membres du jury, aimable audience, bonjour. Tout d'abord, nous vous sommes très reconnaissants pour cette opportunité donnée aux jeunes afin de montrer nos compétences et notre savoir autour de sujets relatifs à l'environnement et au développement durable. Nous remercions aussi nos encadrants, M. Benani et M. Karam, ainsi que Mlle Mona Chali, pour leurs précieux conseils et leur suivi tout au long de ce projet. Nous avons aujourd'hui le privilège de représenter le lycée Moulay Youssef dans la compétition organisée par
par l'Institut supérieur des hautes études en développement durable et la FID. Et nous sommes ravis d'étayer les différents impacts et des nuisances sur la santé humaine dans un milieu urbain. Commençons alors par annoncer notre plan. Nous commencerons par une introduction où on donnera une définition des nuisances et de la fatalité de la pollution. Ensuite, on définira nos objectifs qu'on espère atteindre. Ainsi, on présentera les différentes nuisances, olfactives, auditives, visuelles, et ainsi que leur impact sur la santé humaine. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une pollution ? Alors la pollution est tout effet qui peut altérer le fonctionnement d'un écosystème. Cela a bien sûr un impact direct sur l'homme, puisque l'homme est une composante intégrante de cet écosystème. En milieu urbain, je pense que vous l'avez tous remarqué pour être citadins, nous sommes confrontés à plusieurs nuisances. Ces dernières mettent à rude épreuve nos sens, et cela de manière constante, ce qui peut, à court terme ou à long terme, avoir un impact sur notre santé. Alors, au terme de cet exposé, nous allons essayer de vous sensibiliser aux différentes nuisances que vous pouvez rencontrer en milieu urbain pour ainsi mieux vous en prémunir. Nous avons aussi pour objectif de nous familiariser avec l'exercice qu'est la présentation en public, ce qui sera bien sûr un atout non négligeable pour notre avenir. Je vous laisse avec mon camarade Ayman qui va vous présenter un sondage qu'on a réalisé par nos soins sur la ville de Rabat. Alors, bonjour tout le monde. Afin de déterminer l'ordre selon lequel on allait traiter ces nuisances, on a fait un petit sondage au niveau de la ville de Casablanca et la ville de Rabat. On a interviewé d'une trentaine à une quarantaine de personnes et ça consistait à leur demander 2 questions. Quelle nuisance vous affecte le plus dans votre ville et présentez-vous quelconque pathologie liée à cette nuisance. Comme vous voyez, la majorité des personnes nous ont affirmé qu'elles étaient le plus dérangées par les nuisances olfactives lorsqu'elles se déplaçaient d'une partie à l'autre dans une ville, suivies par les nuisances auditives et les nuisances visuelles. Les usines prolifèrent en pleine ville. Cela étant dû à un manque d'aménagement urbain. Il y a aussi les voitures. Comme vous le savez, en ville, il y a de plus en plus, le parc automobile se développe de jour en jour. Et cela amène à la pollution, puisque les voitures ont des pots d'échappement, bien sûr. Il y a aussi les cheminées, que ce soit des cheminées domestiques ou les cheminées d'usines qui peuvent être aux alentours de la ville en zone industrielle. Juste après, nous avons les mauvaises odeurs. Alors, quand on s'en déplace dans notre ville, on peut voir des ordures qui gisent partout. Et cela, avec l'augmentation de la température, peut résulter à l'émanation d'une odeur qui peut être assez désagréable. Aussi, les égouts qui sont une infrastructure, ne sont pas assez bien entretenus. Et en cas de forte pluie, peuvent aussi résulter à l'émanation de mauvaises odeurs. Passons maintenant aux nuisances auditives. Comme vous pouvez le remarquer sur la photo suivante, les travaux sont omniprésents en ville. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez dans votre ville, vous serez tout le temps confronté à des rénovations, à des élargissements de voies, et cela fait beaucoup de bruit, et ça peut s'avérer gênant à la longue. Aussi, il y a les magasins et les artisans, et les manufactures, qui peuvent être à proximité des riverains ou de leurs habitations, et qui peuvent entraîner une gêne au niveau d'eux. Aussi, le trafic routier. Bon, on en va parler. Le trafic routier, surtout pour les gens qui vivent à proximité de grands axes, aux heures de pointe, il y a beaucoup de bruit et c'est très gênant pour les riverains qui habitent à proximité. Pour conclure, bien que dans une moindre mesure, il y a aussi les nuisances visuelles. Comme vous pouvez le voir encore une fois sur cette image d'un grand boulevard casablancais, les affiches sont omniprésentes. On appelle ça des enseignes lumineuses. Imaginez-vous habiter à côté de ce genre d'installation la nuit. Ça va vous déranger, vous ne pourrez pas dormir. Il y a aussi l'apparition de ce qu'on appelle des enseignes stroboscopiques, c'est-à-dire ce genre d'enseignes qui vont s'allumer et s'éteindre très rapidement. Et ainsi, ça peut vous déranger au niveau de votre vue. À la longue et sur un long terme, ça peut avoir un très mauvais impact sur votre santé. Il y a aussi l'assainissement, qui, comme on vient de le citer, est un problème très récurrent en ville. On peut voir des ordures qui gisent un peu partout en ville et les trottoirs sont très sales, ce qui est très gênant pour les riverains. Alors je vous laisse avec mon camarade qui va vous présenter l'impact éventuel que peuvent avoir ces nuisances sur notre santé. Alors, tout comme les nuisances, l'impact de ces nuisances se classe en 3. Tout d'abord, l'impact des nuisances olfactives. Lorsqu'on parle olfactive, on parle systématiquement de système respiratoire.
Et lorsqu'on parle de système respiratoire, la pathologie la plus répandue dans ce monde, qui est reliée à ce système, ce sont les allergies et les asthmes. Et les crises d'allergie et les crises d'asthme sont causées par les petites particules en suspension dans l'air qui proviennent des fumées des voitures. Lorsque ces particules pénètrent à l'intérieur du corps humain, elles causent ce qu'on appelle une contraction des muscles et une production extraordinaire de mucus, ce qui cause cette fameuse crise d'asthme. On peut pas aussi parler d'inflammation, c'est n'importe quelle inflammation comme la bronchite dont je souffre d'ailleurs, mais ne vous inquiétez pas, chers concurrents, je ne me laisserai pas faire. Et on peut aussi parler de sinusite, qui est l'inflammation des sinus. Elle est très répandue à Rabat à cause du taux très élevé de l'humidité et à cause du niveau de CO2 qui est très élevé, ce qui cause le changement brutal de température d'une partie d'une autre à la ville. On peut aussi parler de nuisances auditives qui peuvent, dans les pathologies les plus répandues, sont la fatigue auditive temporaire, la perte auditive partielle ou totale, surtout pour les personnes dont les oreilles sont très sensibles, comme les nourrissons ou les personnes âgées. C'est souvent créé par un choc sonore très fort, comme le bruit d'un klaxon. Ça gêne aussi le stress, et ça cause le stress. Et systématiquement, ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires, comme j'en ai maintenant à cause de ce PC. Arrêtez de rire. Bon, et aussi l'insomnie, comme nous savons, le biais pour une bonne hygiène de vie, c'est entretenir un bon sommeil, avoir une bonne nuit de sommeil avant de commencer sa journée. Il y a aussi les nuisances visuelles qu'on a classées en 3 parties, les maladies neurologiques, les migraines et les maux de tête, les photophobies, qui est la peur excessive de la lumière, ainsi que les crises d'épilepsie qui sont souvent causées par les lumières stroboscopiques, comme l'a affirmé mon camarade. Il y a aussi l'insomnie, comme vous voyez, l'insomnie peut être causée par les nuisances visuelles et à la fois par les nuisances auditives, surtout pour les personnes qui habitent à côté d'axes routiers ou des personnes qui habitent à côté de panneaux publicitaires. Il y a aussi les maladies ophtalmologiques. Merci. Très gentil de ta part. Et les maladies ophtalmologiques, la détérioration de la vue, qui est souvent causée par des rayons très forts de laser ou par les lumières stroboscopiques. Alors, pour finir sur une note un peu plus positive, nous allons parler de la ville d'Ifrane, qui est pour ainsi dire la ville la plus propre au Maroc. Pour nos homologues étrangers, nous allons essayer de situer un peu la ville d'Ifrane. Elle se situe sur la chaîne du Moyen Atlas, à environ 200 km de la ville de Rabat, à proximité de la ville de Fès. Alors nous allons voir quelques images de la ville d'Ifrane pour nous rendre compte de sa propreté, comme vous pouvez le remarquer sur ces photos. C'est une ville propre, bien entretenue, avec des espaces verts. Alors, selon le NBC Times, la ville d'Ifrane est la 2e ville la plus propre au monde après une ville canadienne. Alors, Calgary. C'est ça, la ville de Calgary au Canada. Alors, ce qui nous amène à nous poser la question de qu'est-ce qui fait la ville d'Ifrane la ville la plus propre au Maroc et ce qui fait que c'est une ville qui est saine. Alors tout d'abord, la qualité optimale de l'air, et cela en raison de la densité du parc automobile qui n'est pas très dense aussi, et aussi l'absence absolue de toute industrie aux alentours de la ville, puisque c'est une ville qui n'est absolument pas industrialisée, qui est axée surtout sur le tourisme. Alors l'abondance de la végétation, parce qu'on doit citer que la ville d'Ifrane est entourée d'un parc, un parc naturel végétal d'environ 500 km² qui assure le renouvellement et la purification de l'air. Aussi, la politique urbaine de la ville est axée sur l'écologie, à travers à travers la valorisation du développement durable, mais aussi le traitement des déchets et le recyclage. Alors, en conclusion, nous sommes des scientifiques, alors nous voulions faire les scientifiques, comme d'habitude. Il y a un principe dans la mécanique de Newton qui dit qu'il n'y aurait pas de réaction sans qu'il existe une action antécédente. En d'autres mots, on ne peut pas avoir quelque chose sans faire autre chose en échange. Ce principe si cher à la philosophie et aux physiques modernes s'applique parfaitement dans notre sujet. Si nous voulons vivre dans une société saine, dans un environnement sain, avec une bonne santé, il suffit de protéger cet environnement et de faire en sorte de limiter, pour ne pas dire éliminer, ces nuisances. Et on profite aussi de la présence de lycéens de tout le Maroc ainsi que d'étudiants de tout le Maroc pour vous dire que c'est à nous, autant que jeunes, autant que futurs leaders, d'assurer cette transition à la fois énergétique et écologique. Puisque c'est nous qui, dans l'avenir,
allons tenir les rênes de ce pays. Et il nous appartient de faire en sorte de faire le mieux pour notre pays. Et merci beaucoup à tous. Merci. Bonjour. En tant que président du comité du jury, même si j'ai sollicité fortement d'autres personnes pour faire ce que j'ai à faire, ils ont tous refusé, je ne comprends pas. Je suis ici pour vous dire que les membres du jury ainsi que moi-même, aujourd'hui, on a vécu vraiment toute une gamme d'émotions. Et cette gamme d'émotions, on a pu la vivre grâce aux participants. Alors, au nom du jury et à mon nom personnel, j'aimerais remercier, même s'il y en a qui ont quelques difficultés, j'aimerais remercier l'ensemble des participants de tous les lycées et de toutes les universités. Bravo pour votre participation et merci encore. Tout le monde est en place? Tenez-vous bien en place. C'est le moment que vous attendiez tous. Le jury a décidé quelles équipes méritent d'être en première, deuxième et troisième classe. Je tiens à féliciter et à réitérer toutes mes félicitations à tous les participants, directeurs, encadrants, étudiants, parents, amis, familles, tous qui ont participé de près ou de loin à cette compétition. Au début, j'ai oublié de remercier M. Lhlou qui nous a donné l'opportunité d'être ici dans cette belle salle, comme il l'a souligné, qui est symbolique. Je tiens aussi à remercier le ministre de la Culture, qui nous a aussi autorisé d'être ici, le ministre de l'Éducation ici, que malheureusement, il a un empêchement majeur. Il a prévu d'être ici. L'année passée, il était parmi nous. Il est resté très longtemps. Cette année, il était le premier à accepter d'être ici, mais malheureusement, comme vous savez, leur responsabilité en tant que ministre les oblige parfois à changer de cap très très rapidement. Sur ce, je tiens à réitérer toutes mes félicitations à tout le monde et ceux qui n'ont pas gagné des choses matérielles aujourd'hui, dites-vous que vous avez gagné beaucoup de choses et j'espère que notre famille va s'agrandir encore l'année prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et j'inviterai Madame Denise Rémillard à donner son petit mot aussi, ses commentaires. En tant qu'étrangère ici parmi nous, comment qu'elle a vu ça et c'est quoi les perspectives qu'elle peut nous révéler de sa part. À mon tour maintenant de vous entretenir avec une improvisation cette fois. Ça m'a fait vraiment plaisir de participer à la journée. Je voulais remercier d'ailleurs Kamal et Caroline de m'avoir si bien accueillie, puis m'avoir donné l'occasion de découvrir le Maroc, découvrir un petit peu sa culture, pas mal sa nourriture, et puis aussi la chaleur de ses habitants, et aussi la performance de ses étudiants. Donc, bravo à tous. Je suis ravie de ma visite. Je suis ravie aussi d'avoir pu agir en tant que membre du jury. C'est vraiment un honneur pour moi. Ça a été difficile de trancher et de discriminer parmi les étudiants tellement la performance était franchement remarquable. Bravo encore. Vous êtes très bons. On est très fiers d'être associés à l'ICHED parce que présentement, le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable travaille en collaboration avec l'ICHED pour développer des formations qui éventuellement pourraient finalement favoriser la poursuite de vos études au cycle supérieur, puis éventuellement peut-être
jouir d'un petit passage au Québec, au Canada. Donc, on travaille fort sur une formation pour les futurs universitaires qui voudraient justement parfaire leurs connaissances puis devenir des réels acteurs de changement en environnement. Je pense que vous avez fait la démonstration, que vous aviez tout ce qu'il faut pour le devenir. Franchement, félicitations. Ce serait avec plaisir qu'on vous accueillerait dans nos programmes. Donc, merci pour cette belle journée. Merci, Kamal. Donc, de ma part, moi aussi, je remercie le président, M. Kamal Haji. Je remercie Caroline Colli, Majela Canton, Salwa Msahli, Nadia Amenaï, Siham Belhaj, Najla et Aïdan Hassan et tous les étudiants qui étaient là comme des soldats tout au long de cet événement. Merci beaucoup à vous. À l'année prochaine!